IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Confidence d'un embaumeur entre mes mains, c'est le titre du livre d'Olivier Ampoux, Emphoux, qui a été écrit par Annette Geffroy aux éditions du Mont-Cenis. Bonsoir Olivier Ampoux. Oui, bonsoir. Vous avez un métier bien particulier dont on va parler ce soir. J'ai trouvé sur Internet qu'il y avait à peu près 1200 embaumeurs, thanatopracteurs en France. C'est à peu près le chiffre que vous connaissez. Oui, c'est à peu près le nombre, aux alentours des 1000 travaillant en France. Une personne sur 4 se ferait embaumer, ou tout du moins se ferait, pas forcément embaumer, mais préparer. Oui, c'est exact, c'est à peu près. Vous avez, à 15 ans, eu une réflexion sur le monde. Vous vous êtes dit que la vie basculait dans un autre monde. Pourquoi, à 15 ans, cette réflexion ? Alors effectivement, très tôt, j'ai eu une réflexion sur la mort sans qu'il y ait quelque chose de morbide, vous voyez. Ça m'est venu à l'esprit et c'est vrai que cette idée de savoir ce qu'était la mort par rapport à la vie et d'autres données ne m'a jamais quitté. Vous dire exactement pourquoi, quelquefois on ne peut pas définir les choses et puis le temps a passé et pour moi la seule solution pour essayer de percer le mystère sur la mort, sans connaître en quoi que ce soit au métier, c'était donc de devenir un embaumeur. Embaumeur et thanatopracteur, c'est la même chose ? Alors, embaumeur et thanatopracteur, c'est la même chose. En France, on dit thanatopracteur, mais aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on dit embaumeur. C'est vrai que je préfère dire embaumeur parce que la plus grosse partie de ma carrière s'est faite donc en Angleterre et dans le monde entier lorsqu'il y a des tremblements de terre ou des accidents d'avion, puisque je dépends d'une entreprise américaine maintenant. Heureusement que votre père était jeune médecin et était près de votre maman. Vous êtes né par césarienne, sans vie, sans crier, et on vous a réanimé. Est-ce que vous pensez que quelque part votre envie de travailler sur la mort vient de votre naissance ? Ça, je ne vais pas intellectualiser le point de départ. Je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne peux pas vous en donner une certitude. Il faut être face à la mort et lorsqu'on est dans la mort, il faut être très vigilant de ne pas se projeter sur des réponses. Vous avez été diplômé en 91. Vous êtes souvent seul pour vous occuper des morts. Au début, vous avez été porteur, vous avez travaillé. Oui. Comment ça se passe pour devenir thanatopracteur ? Alors, pour devenir thanatopracteur, moi, je suis passé par ce que l'on appelle la vieille école. J'ai commencé comme fossoyeur, comme porteur. Et à un moment donné, vous pouvez ou pas être choisi pour devenir un thanatopracteur. Donc, il faut suivre une formation théorique pratique que j'ai suivie dans les années 90. Après, j'ai obtenu le diplôme. Je me suis mis donc à travailler en France pendant pas mal d'années. Et à un moment donné, je me suis donné un challenge. C'est d'obtenir le diplôme anglais des embaumeurs, qui est inaccessible aux Français parce que c'est un niveau qui est excessivement élevé. Donc, je suis parti me former en Angleterre. Mais écoutez, pour faire court, j'ai obtenu le diplôme anglais. Donc, j'ai travaillé j'ai travaillé en Angleterre principalement. Alors les premiers thanatopracteurs que vous avez connus sont différents des nouvelles générations. Je vais vous demander pourquoi, je vais vous demander aussi s'il y a des femmes. Les premiers thanatopracteurs sont des gens donc qui sont issus des pompes funèbres. Comme je disais, ils travaillent fossoyeurs porteurs. Les thanatopracteurs de maintenant qui travaillent, qui sont formés, sont plus issus de couches dites intellectuels, qui voyant un film à la télé veulent devenir thanatopracteurs. Ils n'ont pas forcément cette dimension humaine en approche de la mort. Alors, est-ce que c'est un métier qui est ouvert aux femmes ? Est-ce qu'il y en a des femmes ? Ouais. Il y a des femmes qui travaillent, mais il faut savoir que c'est un métier incertain où vous êtes seul, où vous avez un corps à vous occuper, qui peut faire pour un enfant de quelques dizaines de kilos, même pas, à 80-90 kilos. Vous vous en occupez en règle générale, il y a à peu près 4-5 cas comme ça dans la journée. À un certain moment donné, il faut une certaine force physique. Oui, parce que vous les portez comme des enfants dans les bras par moment. Par moment, c'est vrai que j'ai une certaine force physique qui me permet de garder cette proximité avec le défunt, sans oublier la famille, parce que lorsque quelqu'un décède, la personne qui est concernée, c'est le défunt, et pas la famille qui est en pleurs. La femme donne la vie. L'homme, par essence, ne donnant pas la vie, a plus accès à des métiers dans la mort que la femme. Enfin, moi, c'est mon idée qui n'engage que moi, tout en respectant les femmes et la femme en général.
Oui, je vous comprends, la femme donne la vie, c'est très difficile pour elle d'approcher la mort. Justement, en ce qui concerne la mort, vous dites que l'approche de la mort telle que l'être humain l'aperçoit en prenant pour base les concepts de la société matérialiste dans laquelle il a évolué après sa naissance sont un obstacle. Il est comme ces insectes qui se heurtent contre une vitre, voyant de l'autre côté une lueur, pensant que c'est la réalité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec la mort, et ceux qui en parlent, en général, on leur demande de se taire. Nous sommes dans une société dite matérialiste qui est binaire en approche de la mort. Cette société donc est ainsi conçue depuis des générations où la quasi-totalité des êtres humains transitent sans la remettre en question forcément, ne va pas favoriser certaines fonctions qu'a déjà l'être humain, certaines fonctions qu'il peut se servir pour passer la mort. Donc, la quasi-totalité des êtres humains sont comme ces insectes devant une vitre voyant la lumière de l'autre côté. L'être humain a tout en lui, mais il a des fonctions qui ne se servent pas parce qu'il ne les connaît pas, parce que cette société matérialiste n'a pas besoin de ces fonctions qui sont au niveau spirituel, au niveau empathie. Oui. Là, je m'exprimerai, mais sur cette radio, ça n'engage pas que moi, il y a d'autres personnes, mais c'est vrai que quand vous regardez le mode de fonction d'une personne, qui soit un homme, une femme de n'importe quel âge, ils sont tous sur le même mode. Aucun ne va tendre la main à autrui. On en est encore à se demander si les animaux sont pas des objets ou des objets où ont une conscience. C'est affolant ce que l'on voit. Oui. Alors vous dites aussi que ce n'est pas parce que le cœur s'est arrêté de battre que la personne a cessé toute activité de vie. Pour un laps de temps, le cerveau continue à émettre. Oui, ça c'est une réalité. Les gens y pensent, il est mort, il bouge plus, il est mort. Non, il y a des composantes. Quand l'être humain va décéder, son cœur va s'arrêter de battre. Bon, il ne va plus de ce fait pouvoir bouger. Vous allez dire ça coupe de source, mais c'est pas si évident que ça. Il ne va plus pouvoir bouger. Mais il faut savoir, même si le cœur s'est arrêté de battre, donc de pulser le sang, le cerveau va encore avoir cette activité qui se réduit de par certains liquides ou le sang, qui permettent une perception longtemps ou pas trop longtemps après le décès. Lorsqu'il décède, il va entendre ce que les gens disent près de lui et il va voir si les gens sont dans son axe de vision. Ça, c'est quelque chose qui est naturel, quoi. Ça n'a rien de sorcier. Après, le cerveau va petit à petit s'arrêter d'émettre. Il y a des gens qui vont vous dire « Je suis mort, je suis allé dans l'au-delà, je suis revenu à la vie, je suis vivant maintenant ». Ils ne peuvent pas dire ça parce que tout simplement, ils n'étaient pas morts. C'est pas parce que le cœur s'est arrêté de battre que les gens décèdent. Et ce qui est malheureux, c'est que nous avons ce qu'on appelle des législateurs. Bon, des êtres humains qui ont été élus, qui sont là pour régenter la vie en société et qui disent, en fonction de ces caractères cliniques, tout ça, l'être humain va être considéré comme mort, et ils vont se permettre de définir le début de la vie. Alors que c'est pas leur rôle à eux de se permettre de définir le début d'une vie humaine ou le début d'une fin de vie humaine. Tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas lu dans des livres. C'est acquis sur le terrain. Je ne suis pas un intellectuel. Je suis quelqu'un qui a vu certaines choses près des défunts, qui a perçu certains faits. Oui, vous dites de ne pas fermer les yeux de vos proches. Vous allez les plonger dans le noir pour les quelques secondes de perception qu'il leur reste. Il faudra prendre sur vous, ne pas crier ou hurler, même si c'est insoutenable. Il faut tendre la main. Parce qu'il peut encore nous entendre. À votre avis, pendant combien de temps Là, il y a un laps de temps avec, je m'étais, en fait, c'est un embaumeur écossais qui m'avait donné cette information. Et bon, à peu près 2 minutes. Pendant 2 minutes, l'activité va être pleine. L'activité d'émission du cerveau, donc de percevoir, de voir. Après, ça va petit à petit, vous savez, ça va s'estomper, quoi. Ça va ralentir. Après, le cerveau va complètement arrêter d'émettre. Et c'est à ce moment donné-là où le cerveau va complètement arrêter d'émettre dans un espace-temps-matière qui est la vie humaine, uniquement à partir de là que ce processus de migration de l'âme va pouvoir commencer, mais de par des fonctions que l'être humain n'a jamais développées de sa vie. C'est pour ça que je disais, ces insectes qui se heurtent sur une vitre, voyant la lueur de lumière de l'autre côté.
Alors, vous avez noté des manifestations un peu paranormales par quelques mots, quelques phrases pendant des années sur un cahier, et vous dites qu'il n'y a pas de manifestations paranormales chez les enfants décédés lors d'accouchement. Alors là, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Étant en Angleterre, j'ai eu affaire principalement à des corps autopsiés d'enfants, tout ça, de femmes enceintes à divers degrés de l'évolution, qu'elles soient mortes de mort naturelle, de maladie ou qu'elles se fassent assassiner. Bon, c'est un constat. Lorsque j'ai eu à m'occuper de ces petits êtres humains, j'ai jamais perçu quoi que ce soit. Comme s'ils n'étaient pas incarnés encore. Peut-être un cas, mais peut-être que sur 100 enfants que je me suis occupé, peut-être un ou deux, mais c'est pas assez important pour dire comme ça se reproduit, ça peut être une certitude. Mais là, il n'y a jamais rien eu, quasiment. La première personne que vous avez vue morte, c'est votre grand-mère paternelle, c'est ça? Oui, j'en ai gardé un profond traumatisme. Oui, vous n'avez pas pu suivre le cercueil. Par contre, il y avait le regard du porteur qui était très bienveillant. Et vous vous dites que peut-être que votre grand-mère aurait été du même avis que votre père et que c'était pas la place d'un enfant. Des passages dans votre livre sur le danger de dire aux enfants que les morts sont partis au ciel. Cette histoire du costume de Batman. En fait, c'est comme si c'était maintenant. Alors pourquoi est-ce que je voulais suivre ma grand-mère? Bon, vous savez, un enfant reste un enfant, mais sans le minimiser, sans le réduire à la portion congrue d'un gamin, comme on dit. Bon, il faut faire très attention au pouvoir de perception des enfants. Moi, j'étais un enfant, j'adorais ma grand-mère comme tous les enfants, je veux dire. Bon. C'est vrai que les porteurs ou fossoyeurs, porteurs, maîtres des cérémonies, sur le plan professionnel, sont des gens d'exception, et ils ont une perception des situations où quelquefois le langage manifesté, parlé extérieurement, sert à rien. Et ce type, je me rappelle très bien, il a compris ma démarche, hein, alors que nous n'avions pas parlé, qu'il ne me connaissait pas. Après, dire à un enfant, tu sais, ton grand-père, il est parti au ciel, déjà, à la base, c'est pas vrai. Vous donnez une image à l'enfant qui va garder toute sa vie. Ça éviterait aussi certaines catastrophes. Je suis allé, on m'a appelé dans une morgue, c'était juste après Noël. Un gamin à qui on avait offert un habit de Batman, et son grand-père était mort, quoi, juste avant. Et on lui dit, ton grand-père est au ciel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son habit de Batman, il le met, il enjambe la rambarde du balcon, et il saute. Pour rejoindre, attribuant donc à l'habit de Batman des pouvoirs magiques. Seulement, il était au 10e étage. Alors, dire à un enfant, tu sais, ton grand-père est au ciel, vous avez la réalité du vécu de trouver cet enfant brisé, baignant dans une mare de sang, dans une housse de réquisition, dans une morgue juste après Noël. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire quand même un peu attention à ce que l'on dit, même si on est un adulte. Oui, dans les enfants, il y a cette petite fille qui suit seule... qui est seule devant la tombe ouverte de sa mère, il n'y a personne d'autre avec elle. Oui. Il y a vraiment des cas... C'était presque à mes débuts. Tout début, je suis rentré en avril 88 dans les pompes funèbres au Comporteur, donc c'était juste en décembre 88, et on nous dit, vous savez, il faut que vous allez au cimetière à telle heure, 8h30 du matin. Alors, ce qui est remarquable, entre guillemets, et ce qui me fend le cœur, c'est que les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, sont toujours enterrés à 8h30 du matin. C'est comme ça, bon. Et on nous dit, vous êtes là, vous amenez les cercueils, quelqu'un va venir, vous l'attendez. Mais il avait neigé. Tout était couvert de neige. Il n'y avait que les oiseaux qui laissaient de leurs petites pattes sur la neige des empreintes. On va donc au point de la tombe qui était déjà creusée par le fossoyeur. On suit le processus de travail, on suit la tombe ouverte, tout ça. On se met en rang tous les quatre face au trou. Le sac sur des tréteaux, on met nos casquettes, nos gants et on attend. 8h20, 8h25, on entend le bruit d'une voiture ou un taxi qui arrive. Donc la voiture se gare à peu près à 10 mètres, ce qui est un petit chemin. Personne ne sort immédiatement. On voit une dame qui sort, qui ouvre la porte arrière. Bon, nous, on ne bouge pas, hein. On attend. Et on voit une gamine qui descend, de la voiture. Une petite gamine. Je sais plus quel âge elle avait, 7, 8 ans, même pas, quoi. Elle avait encore des chaussettes aux pieds, une petite robe, c'était vraiment le drame. Et cette gamine tenait dans ses mains une poupée. Et lorsqu'elle nous a vus, elle a été prise de frayeur. Elle s'est cachée le visage dans sa poupée. La dame la pousse dans le dos. Vous savez, à 8 ans, même si on peut avoir du courage, c'est limité. Et elle avance vers nous.
Alors vous imaginez la situation, Toute le fossoyeur qui va la prendre par la main, qui la serre contre lui, parce qu'elle n'avait plus de famille. En fait, c'était sa maman qui était morte. Et c'est vrai que c'est des situations dramatiques, comment je dire, sur le plan humain, quoi, quelquefois. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Nous retrouvons Olivier Ampoux, Entre mes mains, confidence d'un embaumeur. Il y a donc ces notes que vous avez écrites tout au long de votre travail de thanatopracteur, avec des manifestations paranormales. Vous avez vu 2 cas de lévitation, vous avez vu beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Bon, à ce jour, j'ai 58 ans, j'ai commencé, j'avais quoi 27 ans. 27 ans. Vous avez eu votre diplôme en 91. Bah, je suis né en 61, donc j'avais quoi, une trentaine d'années. Oui, j'ai commencé 27 ans au poste de porteur, de fossoyeur, tout ça. Quoi. Après, j'ai travaillé. Et c'est vrai qu'à ce jour, j'ai réalisé une petite ville et passé entre mes mains, dont le titre du dernier livre qui est sorti, Entre mes mains, confidence d'un embaumeur. Et quand on dit une petite ville, c'est à peu près 20 000 personnes. Que ce soit des enfants, de tout âge, quoi. Mais sur 20 000 personnes, il n'y a eu, comme manifestation paranormale, il n'y a eu à peu près que 5, 7, 8%. Moi, ce qui m'a le plus frappé, il y a toujours des exemples qui vous frappent. Et il y a eu un cas de lévitation, dont j'ai été le témoin. C'était je vais peut-être me tromper, en 92 ou 93. C'était principalement, il y en a eu 2, dont un qui m'a quand même... C'était le premier, dans une chambre, dans un domicile, j'avais travaillé. J'étais donc face au lit d'une personne, d'un monsieur. Je retourne pour prendre un linge, donc je tourne le dos au défunt, qui était donc sur le lit. Et puis à ce moment-là, je sens que dans la pièce, il y a quelque chose qui va pas. Ça bouge ça bouge l'air, il y a un mouvement invisible. Qu'est-ce que je fais ? Je le prends sur moi, je ne sais strictement rien, je me retourne vers le défunt pour continuer mon travail, malgré ce malaise, et là, vous voyez, j'en suis encore bouleversé, et c'est à chaque fois que j'en parle, je me remets dans cette situation qui est... Je vois le défunt, donc, qui était allongé sur le lit, se soulever lentement, mais excessivement lentement. Alors, quand je dis soulever, il est dans la position allongée, donc... Un monsieur qui devait faire à peu près, je sais plus, 80-90 kilos. Je vois ce corps dans un silence complet se soulever lentement et s'arrêter au niveau de mes yeux. Et alors, ça veut dire qu'il est monté à combien de... Il est monté à peu près à 80 ou 90 cm au-dessus du lit pour arriver au niveau de mes yeux, vous voyez. Mais complètement droit, donc... Oui, dans la position du sommeil, comme s'il était allongé sur le lit, mais il montait. Sans fléchissement, sans rien. Alors c'est vrai, au niveau émotionnel, c'est un choc émotionnel qui est colossal, quoi. C'est un stress qui est énorme, c'est difficilement supportable, mais bon, moi j'ai réussi à passer ce cap. Et puis après, il s'est mis à stationner. Alors, je n'ai pas bougé parce que je n'osais pas bouger, je savais pas. Je me dis, tu as bougé rien... 1 millimètre, tu vas interférer sur ce phénomène qui est colossal, qui est en train de se passer, et tu vas entraîner une catastrophe. Donc je bouge pas, le corps stationne, ne bouge pas, et après au bout de quelques secondes, si on peut dire, se met à redescendre lentement. Alors quand je dis quelques secondes, ce sont des secondes qui durent des éternités. Ça, vous l'avez vécu, donc ce monsieur était dans son lit, une fois vous l'avez vécu aussi dans une morgue. Mais là, ça s'est mal passé parce que c'est dans une morgue, mais là, je pense que j'aurais dû partir parce que j'ai senti une perception du malin, là, du diable. Et c'est vrai que c'était, mon souvenir sont bons, un monsieur qui battait sa femme, et sa femme ne le supportant plus, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle prend le fusil de chasse et lui tire dessus et le tue. Quand je l'ai vu, ce monsieur, il avait les traits, vous savez, des traits mauvais, coupés, comme on dit, au couteau, une mâchoire angulaire, vous sentez que c'est pas quelqu'un de bon, ça. Et puis, quand je l'ai vu donc là-dessus, sur cette civière, j'ai senti immédiatement quelque chose au niveau de ce qu'on dit le malin, et la pièce s'est remplie d'oiseaux qui essaient de s'enfuir, comme s'ils se heurtaient sur des carreaux, mais qui n'y arrivaient pas. Là, c'est quelque chose qui m'a complètement... Il faut du courage pour faire votre métier. Bon, il n'y a pas que toujours des choses négatives, il y a une odeur de jasmin, des fois... Oui, c'est vrai. Il y a des odeurs qui sont des odeurs que l'on ne sent que dans des lieux dits sains. J'étais dans une morgue, donc je m'occupais d'une personne. Il y a une
odeur, un genre d'odeur de jasmin, quelque chose de doux, et puis arrive à ce moment donné-là l'agent de morgue. Il me dit, ah Olivier, ça se voit que tu débutes, parce que tu as dû mettre du déodorant de jasmin, ou je sais plus ce qu'il m'a dit, pour couvrir les mauvaises odeurs. Et j'avais jamais mis vous comprenez, j'avais jamais mis du déodorant de sang, quoi que ce soit. Ça avait émané du corps. Oui, il y a des larmes aussi qui coulent. Oui, au coin des yeux. Alors je pense que c'était, si je peux me permettre d'interpréter, je pense que c'était une émotion du défunt me voyant s'occuper de lui. Parce que je me suis toujours occupé des défunts dans le plus grand sacré. Moi, je vois ça au niveau sacré. Au niveau funéraire, les plus importants, ce sont les défunts, qui restent seuls après dans une tombe, on met les fleurs coupées, la famille s'en va se réunir autour d'un verre, mais la tombe, elle reste isolée. Et le défunt est toujours tout seul, en fait. Alors, si vous occupez pas du défunt au niveau spirituel, que vous lui dites, tu sais, bon, t'es mort, ta famille peut pas s'occuper de toi, parce qu'ils pleurent, ils ont trop de peine, donc je le fais. Et c'est vrai que si vous ne faites pas ça, vous mettez toujours des barrières. Alors, pourquoi considérer comme objet quelqu'un que peut-être que vous avez eu de votre vivant, avec qui vous entretenez des bons rapports, ou le simple voisine que vous croisiez le matin en partant au travail, comme un objet parce qu'il est décédé? C'est quelque chose qui est complètement absurde. Mais ça se fait plus que fréquemment. Oui, il y a aussi cette histoire de tache de sang qui s'élargit sur un corps que vous avez préparé. En fait, oui, c'est vrai, mais là, il n'y a pas d'explication rationnelle, parce que je suis quelqu'un qui est très méthodique et très, très rigoureux. Hein. Bon, je fais attention aux moindres détails, fût-ce-t-il du millimètre ou du dixième de seconde. Et là, donc j'avais mis le drap, donc c'était presque terminé, donc il fallait faire la présentation. Et là, une tache de sang qui s'élargit sur le drap. Là, l'explication, j'enlève le drap, mais le corps était propre. Il n'y avait pas d'explication rationnelle, quoi. À la page 33 de votre livre, vous écrivez « Je lui enlevai le pyjama et le laissa nu sur le lit. La mort remontait environ à 30 heures, il n'avait plus de rigidité. » Il n'y a plus de rigidité au bout d'un certain temps? Quand une personne décède, elle reste comme elle est de son vivant. Bon, la mollesse des membres. Après, vous avez une rigidité qui va arriver. Donc les membres vont être durcis. Et puis après cette phase, au bout de quelques heures, le corps va complètement se relâcher. Et là, c'est le début de la décomposition. Alors ça peut interférer selon le lieu où se trouve la personne décédée, selon la vie qu'elle avait au niveau de l'alimentation, s'il y avait des cachets, tout ça. Ça peut interférer de quelques heures. Mais après la rigidité, lorsque la mollesse des membres arrive, là vous êtes dans la décomposition qui a commencé son travail. D'accord, parce que moi je pensais qu'on restait raide comme ça non. Jusqu'à vitam aeternam. Vous conseillez, quand les gens gardent les personnes à domicile, à la nuit tombée, d'ouvrir la fenêtre et les volets pendant 1 heure, puis de tout refermer sans les ouvrir jusqu'aux obsèques, et de ne pas mettre des fleurs coupées. Pourquoi? Mais parce que ça favorise le processus de décomposition au niveau infinitésimal. Bon, il faut renouveler l'air de la chambre, mais l'oxygène qui est source de vie est source d'accélération de la mort lorsque la personne est décédée. Et tout mouvement d'air va favoriser le processus de décomposition. Et les fleurs coupées que l'on achète chez le fleuriste, bon, c'est bien, mais ça favorise à un niveau infinitésimal le processus de décomposition. Et les fleurs en pot, ça serait pareil? Mais du moment que les fleurs en pot ont la vie, ça ne favorise rien du tout. Mais il ne faut pas que les fleurs soient coupées. D'accord. En Angleterre, vous travaillez le plus souvent sur des corps autopsiés et pour des raisons spirituelles. Pourquoi? Je trouve qu'en tant qu'embaumeur, je préfère, entre guillemets, travailler sur une personne dont le corps a son intégrité qui est complètement atteinte, c'est-à-dire un corps autopsié, ou lors d'un accident, d'avion ou quelque chose de ce niveau-là où le corps a été pulvérisé, il reste que de la charpie. Je préfère, entre guillemets, travailler sur ces êtres humains que sur des êtres humains dont le corps n'a aucune atteinte à son intégrité. Oui, parce que là, vous êtes obligé de procéder à une atteinte à l'intégrité du corps pour l'embaumer. Alors, l'embaumement, c'est le terme embaumement pour les Anglais, c'est une injection dans une artère d'un liquide de forme dilué dans de l'eau qui va prendre, vous savez, tout le chemin artériel, les veines, tout ça, qui va se diffuser dans tout le corps. Moi, je trouve que quand une personne est décédée, elle est décédée. Mais si elle est autopsiée
autopsier. Bon, une autopsie, quand on en parle à la télé, les gens ne se rendent pas trop compte de ce que c'est. C'est une autopsie. C'est de la découpe. Je préférerais redonner l'intégrité à un corps qui a été atteint dans son intégrité pour une autopsie ou pour un accident d'avion ou des assassinats en masse ou tout ce que vous voulez. Alors dans votre livre, vous décrivez exactement le processus d'embonnement, la toilette, l'habillage, etc. Mais aussi l'autopsie, ce qu'on fait, comment on ouvre en deux. Oui. Et vous dites aussi que vous êtes le confident des familles endeuillées et vous êtes aussi manucure, vous êtes aussi coiffeur et vous travaillez sur photo. Alors de temps en temps, lorsqu'il le faut, lorsque ce sont des femmes, je demande leur trousse de maquillage. Je refais le rouge à lèvres, je refais les vernis à ongles si la famille le désire ou si la personne le faisait de son vivant, comme si elle allait au coiffeur. Un shampoing, j'ai mon sèche-cheveux, différents peignes. C'est la partie qui est visible du processus d'un soin de conservation. Oui, il y a aussi le fait qu'on dit que les poils poussent après la mort, mais que c'est pas la réalité. C'est parce que ça se déshydrate. La peau se déshydrate. Disons que lorsque la personne est décédée longtemps après, elle va se liquéfier, vous comprenez, le corps, ça va devenir de la bouillie. Alors je sais pas, là je peux pas répondre à votre question, j'en ai pas les données. Je pense aux poils de barbe ou je pense à tout ça qui donne l'impression d'avoir poussé. En vérité, on m'a dit, enfin c'était un monsieur dans une morgue, il m'a dit que c'est parce que la peau est déshydratée et que forcément les poils paraissent plus longs. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a raison, je ne vais pas le contredire, je n'ai pas la réponse là. Alors pourquoi dites-vous qu'en Angleterre, les autopsies sont plus fréquentes qu'en France, aux États-Unis aussi je pense, et que les manifestations paranormales sont différentes en Angleterre qu'en France, du fait justement peut-être... Oui, alors en fait ce qui se passe en Angleterre, c'est que les Anglais sont... on va dire pas les premiers au monde pour les embaumeurs, mais presque. Bon, c'est différent d'en France, c'est-à-dire que les défunts ne restent pas dans leur domicile, ils sont tous en structure hospitalière ou sont tous transportés par ambulance de jour comme de nuit dans des funérariums. Il faut savoir que lorsqu'un défunt s'il décède par exemple chez lui, ou lorsqu'il est décédé chez lui, il va être transféré dans une chambre funéraire ou tout ce que vous voulez, il va être coupé de son milieu de départ, de son milieu de vie. Et ça, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, c'est excessivement mauvais. Lorsque la mort est arrivée, l'âme va prendre son circuit, va prendre son envol ou ne va pas le prendre. Mais là, ça va perturber tout ce processus. Et c'est vrai que ces manifestations sont excessivement limitées en Angleterre. Il y a beaucoup de corps qui ont beaucoup plus qu'en France, qui ont des autopsies. Pourquoi ? Parce que c'est une forme de loi, c'est comme ça a été instauré juridiquement, ça dure depuis des décennies, c'est ainsi. Mais si vous coupez votre défunt de son milieu de vie, il va y avoir des conséquences au niveau de migration de l'âme. Et puis, c'est pas parce qu'on est mort qu'on devient un objet. L'espace-temps de la vie est beaucoup plus court que cet espace-temps qui va continuer au-delà de la mort physique. Alors les gens qui restent dans des situations comme ça de blocage, c'est pour moi, je leur en veux pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est effarant, On est vraiment en retard sur la perception de la mort. C'est ce qu'on va aborder en troisième partie d'émission. IDFM 98 de la bande FM, troisième partie de C'est au-delà du miroir, avec Olivier Ampou qui est anatopracteur. Vous écrivez à la page 89, « Un jour viendra où nos jambes ne nous porteront plus, où notre corps sera sans mouvement, nos yeux resteront ouverts, immobiles, jusqu'à ce qu'une personne ne les ferme à jamais. Une existence terrestre qui passe vite, assez vite d'ailleurs, une vie humaine tout simplement, avec des joies éphémères et surtout des peines. On va tous un jour avoir les yeux fermés. » On va peut-être partir un peu à Haïti. C'était en quelle année Haïti ? Malheureusement, le tremblement de terre d'Haïti, 2010, février 2010. Donc là, vous êtes parti. Il y a beaucoup de thanatopracteurs qui sont partis à ce moment-là. Vous avez été réquisitionné, on peut dire. En France, il y en avait zéro. Il n'y avait que moi. Après, vous avez des embaumeurs qui étaient anglais, américains, écossais.
mais j'étais le seul Français à y aller parce que c'est une entreprise américaine qui recrute selon des critères excessivement particuliers. Donc j'ai été envoyé à Haïti pour aller rechercher des personnes bien ciblées, je veux dire, c'est pas tout le monde, hein, pour déjà les trouver, pays qui est excessivement dangereux, et les faire ramener chez elles selon un processus très particulier. Donc vous aviez la photo des personnes que vous cherchiez? Non, parce que tout se fait comme lors d'une enquête policière, là où elles étaient censées être, dans un hôtel où il faut les trouver. Ou alors vous avez les processus d'identification ADN. Vous arriviez sur place et on vous disait il faut chercher telle et telle personne. Oui, on savait les personnes à chercher, mais il faut les trouver. Alors c'est vrai qu'à Haïti, à l'époque, c'était d'une dangerosité puissance 100. Vous aviez des gardes du corps? Oui, le pays vous pouviez vous faire assassiner à tout bout de champ, quoi. Ça, c'est bon. Donc, il fallait évoluer dans un milieu qui est excessivement hostile. Lorsque vous êtes sur site, les personnes qui sont écrasées sous des décombres d'un hôtel, vous savez comment ça se passe, je veux dire. Si c'est pas les êtres humains qui vont piller, ce sont les animaux qui sont appâtés par l'odeur du sang qui veulent aller manger. Donc, vous avez une lutte de la montre, comme on dit tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et vous devez faire en sorte de les trouver, de les ramener. Mais vous n'avez pas droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'il faut les trouver. Donc vous devez avoir beaucoup d'abnégation à ce niveau pour que ça soit accompli. Donc c'était des touristes finalement, c'était les familles qui demandaient ça? Non, c'était pas des touristes, c'était des gens très particuliers d'une certaine administration. D'accord. L'intervention d'Haïti a été ma première intervention. Et là, vous vous rendez compte que les âmes restent en mouvement sur le point d'impact très précis du lieu géographique où leurs vies se sont arrêtées. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de migration pour les morts brutales, donc de masse. Vous avez ressenti et perçu que les cycles post-mortem de migration de l'âme n'existaient pas. Exactement. Alors ce qui se passe, c'est que lorsque vous mourrez de mort naturelle, de maladie ou de ce que vous voulez, le processus de l'âme se fait normalement. Bon. Mais lorsque vous faites partie d'un avion qui s'est écrasé, un mort de masse, tsunami, un génocide de masse, lorsque vous décédez, lorsque vous êtes assassiné par une action extérieure, votre âme va être bloquée. Votre âme va être bloquée dans la matière du lieu précis, du lieu géographique de là où ça s'est passé. Ça peut être de la terre, des arbres qui ont vu la scène, ça peut être n'importe quoi. Et j'ai vu ces manifestations parce que pour le tremblement de terre d'Haïti, vous ne pouvez pas prendre l'avion, il fallait prendre la route en 4x4, donc il fallait aller de Saint-Domingue à Port-au-Prince par une route, où il faut 4 heures de route, ou si vous faites agresser, personne ne vient vous aider, vous pouvez être assassiné et enterré sur place et le 4x4 volé. Bon. Lorsque j'arrivais à la frontière de la République dominicaine et haïtienne, à droite, vous avez un lac. Le lac, en fait, c'est une nuance de bord de mer qu'on appelle le lac des Massacrés. Parce que, je crois que c'était en 1900, il y a eu un massacre à l'arme blanche de milliers de Haïtiens par des Dominicains qui ont été assassinés à l'arme blanche. Et cette anse du bord de mer qu'on dit le lac des Massacrés était remplie de sang. La première fois que je suis fait dans le trajet, que je suis arrivé sur cette portion de terre, j'ai senti dans l'air mouvement. Et puis après, j'ai senti quelque chose qui était circulaire en m'approchant. Et lorsque je m'en suis éloigné, ça a recommencé dans l'autre sens, mais après ça a disparu. Et lorsque je suis arrivé sur site du tremblement de terre d'Haïti à Port-au-Prince, ça a recommencé. Alors, je ne comprenais pas parce que je connaissais pas l'histoire. Et c'est vrai que l'une des personnes qui était avec moi dans le 4x4 m'a dit « Mais non, il s'est passé ça ». Et c'est là où j'ai compris que ces gens qui avaient été assassinés étaient restés dans la matière du sol. Alors Olivier Ampou, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les libérer? C'est pas normal qu'ils restent coincés comme ça. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? J'en sais rien. Je pars du principe qu'il faut rester honnête. Si je vous dis que je sais pas, c'est-à-dire que j'aurais pu inventer quelque chose, dire oui, faire ci, faire ça. Non. Je suis, moi, toujours dans ma démarche, rester honnête. Je suis toujours resté à ma place. Il ne faut pas dire aux gens des informations qui sont fausses, parce qu'après, ils vont avoir un raisonnement et ça va pas aller bien loin. Vous ne pouvez, moi, à mon niveau, rien. Moi, qu'est-ce que je suis, moi, Olivier Ampou, en bonheur, qui a été le témoin de manifestations dites surnaturelles ou paranormales. Pourquoi j'en sais strictement rien, ça m'est arrivé. Vous dites qu'avant d'être présent à Haïti, je me suis habitué à percevoir ce qui n'existe plus dans un corps sans vie remplacé par la mort. Qu'est-ce qui n'existe plus dans un corps sans vie remplacé par la mort? Quand vous avez la vie,
vous avez des fonctions qui existent, tout ça, puis bon, il y a des fonctions qui existent, mais que la majorité des gens ne savent pas. Bon, vous avez une partie dans l'être humain que l'on appelle, je sais pas moi, l'âme ou la conscience. C'est un peu comme le disque dur d'un ordinateur. Et lorsque la personne va se décéder, cette partie, si du vivant de la personne, il y a une approche humaine, empathique de son prochain, va se libérer et va partir dans l'infiniment grand, l'infiniment petit de ce cycle. Un corps qui est mort, au bout d'un certain temps après la mort, il va plus rien voir. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus rien qu'un corps qui est décédé depuis des années, qu'il va plus rien avoir, qu'on peut se permettre de faire des fouilles archéologiques, de trouver des squelettes qui remontent à des siècles en arrière, de faire des études sur eux. Il faut avoir le sacré de ces lieux et ne pas les toucher. Un corps qui a envie à tout ça. Alors c'est vrai que j'ai une chance monumentale, c'est de pouvoir... vous vous rendez compte, je me suis occupé de 20 000 personnes décédées. J'ai été habitué, je suis habitué, je sais la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est en mouvement, donc quelqu'un qui a la vie, et quelqu'un qui ne l'a pas. Il faut certaines qualités humaines. C'est-à-dire que l'être humain qui va pas aider son prochain, il va sécréter une attitude d'objet vis-à-vis de son prochain, quoi, qui va pas lui tendre la main. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors, l'égoïsme de l'argent, mais ça va les bloquer, parce que si vous rendez objet votre prochain, vous allez rendre objet de la mort. Mais c'est pas que vous allez rendre objet de la mort, c'est que le moment donné où il faut vraiment, excusez-moi l'expression, y aller, pour la plus grande partie de l'existence où l'âme va partir, ben les gens vont être bloqués. Alors il y a certains comportements humains, moi, qui me révoltent, mais je pense pas que ce soit le lieu d'en parler. Non, justement, je voulais vous poser qu'est-ce que vous pensez du prélèvement d'organes sur des gens qui n'ont rien demandé? Déjà, le don du corps à la science, je vais dire oui, mais il faudrait que le législateur légifère. Vous donnez votre corps à la science, vous êtes considéré comme un objet, au même titre qu'une poterie. Bon, il faudrait que le législateur légifère pour qu'il n'y ait pas cette considération d'objet d'un corps qui est disséqué, qui reste sur une table pendant des semaines, ou qui soit le source de blagues ou de... Ça va être difficile. Mais bon, le prélèvement d'organes, c'est encore autre chose. Hein. C'est retirer des organes ou la peau. Moi, non. Je suis pas pour l'évolution. Je le prends pour moi. Si je dois mourir parce que je n'ai pas eu un organe, mais c'est comme ça. Il faut respecter le point de départ de la vie, telle qu'elle était conçue dans la Bible, dans les textes sacrés. On va revenir un peu sur Haïti. Vous qui ne voulez pas d'enfants, vous vous êtes retrouvé avec une dame qui vous demandait d'acheter ses 2 enfants tellement elle les aimait et qu'elle voulait les sauver, non? Ben oui. Alors bon, moi j'ai pas voulu d'enfants parce que j'ai pas voulu d'enfants. Bon, c'est comme ça. Bon, ça arrive. Vous avez failli en ramener 2 d'Haïti. Oui, et on était arrêtés à, je crois, une pompe à essence et puis il y a une dame, elle me parle. Elle me montre dans un coin, je crois que c'était dans un truc, des fourreaux, je sais pas, des gamins, là, bon. Et puis l'une des personnes qui était avec moi me dit, mais tiens, elle te propose d'acheter ces enfants, là, pour $100. Oh, c'est horrible. Lorsqu'elle m'a dit, $100, acheter les gamins, il y en avait 3 ou 4. Je me dis, bon sang, cette mère qui me dit ça, mais c'est... Et je me suis dit instinctivement, mais pourquoi est-ce que Dieu les a abandonnés sur Terre? Parce que personne, à Haïti, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, personne n'aidait personne, hein, je veux dire. Hein. Ces pauvres gens volaient comme ils pouvaient parce que ils avaient rien, déjà qu'ils ont rien. Mais là, c'était l'enfer sur une portion de terre que Dieu a créée. Mais lorsque vous savez qu'à la fin du 7e jour, c'est l'être humain qui a mis fin au paradis et que ce modèle se permet de continuer à massacrer les animaux, toutes les formes de vie sur Terre, ça se perpétuera. Alors on va parler des mouches, les mouches que vous appelez les mouches de la mort, quel que soit le pays, elles sont très reconnaissables avec leurs ailes de couleur bleu, verte, argentée. D'où elles sortent ces mouches? Là je ne pourrais pas vous dire, hein, parce que j'ai eu un cas donc à Haïti, là, dans une morgue dominicaine. Il n'y avait rien dans la pièce, rien dans la housse visible apparemment, et puis dès qu'on l'a ouverte complètement, la pièce s'est remplie de ces mouches très 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 caractéristiques. C'est pour ça que je les appelle les mouches de la mort. Ça c'est du vécu, vous comprenez? Oui. Non mais il y a eu des vers qui se sont faits dans les corps. Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de vers. Non, il n'y avait pas de verre, c'est un corps qui était écrasé, qui avait été mis immédiatement en congélation, parce qu'on est quand même aidé par des moyens techniques énormes. Hein.
Bon, non, il n'y avait pas de verre qui puisse permettre les mouches. On va quitter Haïti, on va terminer avec les accidents d'avion. Donc là aussi, on vous demande d'arriver. Ça doit être encore pire qu'à Haïti. Il ne doit pas rester grand-chose des corps. Disons que c'est toujours pareil, quoi. Ça change pas trop, hein. Je veux dire, c'est toujours le même principe de vie qui se sont arrêtés soudainement et sous un impact qui sont réduits à une portion de 50 grammes ou des corps semi-entiers. C'est variable, là. C'est très, très, très variable. Alors, on pourrait dire que je me suis spécialisé dans ça. Je pense que l'aide à son prochain doit aller jusque-là, jusque dans la mort, aider son prochain. Lorsque les gens ne peuvent plus marcher, que leur vie s'est arrêtée si terriblement, il faut être là pour les trouver et les ramener pour leur famille. C'est ça qui est important. Et alors, il y a un monsieur qui vous dit que vous êtes les médecins de l'âme. Oui, c'était à Haïti, ça. Alors, toujours la dangerosité des déplacements en véhicule, et à un moment donné, on essaye de se faufiler dans des ruelles encombrées, de trouver un passage pour arriver jusqu'au lieu. Et à un moment donné, il y a une foule petit à petit qui s'amasse dans les faubourgs de Port-au-Prince, et on voit une foule, Et à un moment donné, on s'approche d'eux, on fait attention parce qu'on ne sait pas qui c'est, mais le chauffeur qui était avec nous nous dit que ce ne sont pas des gens, des gangsters, des criminels qui s'étaient échappés de prison pour meurtre. On dit que ce sont des gens d'un bourg à côté. Alors il y a un monsieur qui sort un chiffon, qui nous le montre, qui fait des invocations et qui tape sur le devant de la voiture et qui s'en va. Le chauffeur nous dit il faut avancer, on avance. Et à un moment donné, il y a un gamin là, qui nous dit mais vous êtes les médecins de l'âme parce que en fait ils nous avaient vus travailler sur site. Ils avaient pensé que nous venions pour aider les âmes à partir. Mais c'est peut-être ce que vous faites finalement. Oui, c'est ce que nous faisions. C'est ce que moi et mes collègues nous faisions. Les critères pour faire ça, c'est très simple, c'est abnégation, compassion et rigueur. Il n'y a rien d'autre. Il faut être au service de ces personnes qui sont mortes dans ces conditions. Voilà. Il y a Hippolyte qui vous répétait souvent cette phrase, tu sais Olivier, Dieu nous a donné des signes, mais nous continuerons toujours à prier pour lui là où nous vivons. Est-ce que vous avez gardé la foi? Tout à l'heure vous disiez que vous ne compreniez pas pourquoi à Haïti il y avait cette femme qui voulait vendre ses enfants. Est-ce que j'ai gardé la foi? Je crois toujours à un grand principe créateur. Je respecte toutes les créatures sur Terre, même que ce soit les insectes, les êtres humains bien sûr. Et Hippolyte était en fait un jeune homme qu'on avait trouvé sur le bord de la route avec ses deux sœurs. Et ils étaient à côté de leur maman qui était morte, écrasée par une poutre de leur maison. Et comme la poutre était trop lourde, la maman était coincée, et pour pas que les animaux viennent la manger, ses petites sœurs et lui faisaient le guet pour pas que les animaux viennent. Et on les a trouvés comme ça au bord de la route. Et c'est vrai que Hippolyte était à un moment donné, on s'est arrêté, on a aidé à soulever la poutre de soutènement, en surveillant notre 4x4 parce qu'on est en milieu hostile. On l'a aidé à enterrer sa maman. On les a laissés à une petite heure pour qu'ils puissent faire leur deuil. Et comme on ne voulait pas les laisser, parce qu'on savait très bien que des gamines comme ça allaient se faire assassiner ou se faire violer ou lui pareil ou se faire tuer on les a mis avec nous pour les mettre à l'abri dans le camp de base de l'ONU. Et Hippolyte est quelqu'un c'est un haïtien qui garde la foi malgré tous les drames qui s'abattent sur leur île. Est-ce que j'ai gardé la foi? Je l'ai toujours, mais c'est vrai que par moments vous pouvez être révolté, mais ne pas remettre en question la notion de l'idée de Dieu. Oui, vous dites que les Haïtiens sont des croyants catholiques et utilisent la langue française, tout dans leur vie s'en inspire. Des louanges à Dieu en français sur les camions, sur les taxis, sur les devantures des magasins, et c'est quand même sur eux que ça tombe. C'est toujours malheureusement sur les plus déshérités de ce monde que cela tombe. Ça n'arrive pas aux gens qui sont nantis, qui sont nés dans des contrées favorisées. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse au niveau spirituel dans les textes sacrés? Là, je ne pourrais pas répondre parce que je suis pas assez avancé pour répondre à cette question. Mais c'est vrai que de voir la souffrance chez des gens qui n'ont rien, qui ont moins que rien, et se dire, il y en a qui roulent en Porsche, ainsi de suite, vous dites, c'est pas juste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un grand principe créateur qui nous est supérieur et où il y aurait une réponse à cette énigme?
Que de chemins parcourus, de découvertes, d'étapes franchies, d'épreuves surmontées, toutes ces années passées qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, un embaumeur spécialisé dans la recherche, dans l'identification, la conservation des restes humains et des personnes décédées lors de tremblements de terre, d'accidents d'avion, de tsunamis dans le monde entier, ou même des simples mortels. Est-ce que vous conseillez, Olivier Ampoux, de ce métier à des jeunes qui voudraient le pratiquer? Non, je ne vais pas le conseiller du tout à des jeunes qui vont le pratiquer. Parce que déjà, il faut durer. Alors, est-ce qu'ils le pratiquent parce qu'ils ont vu une série à la télé d'enquêtes policières et qu'autopsie que ça leur plaît? Non, non. Je pense que je ne le conseillerais pas du tout. Ça sert strictement à rien de conseiller ce métier parce que c'est pas un métier déjà, hein. C'est une fonction. Alors il faut beaucoup d'abnégation et je pense pas que dans notre société actuelle telle qu'elle est conçue, elle favorise certaines possibilités en l'être humain qui puissent lui permettre de bien exercer, quoi. Oui, c'est pour ça que vous disiez que les embaumeurs qui vous ont appris le métier, ça n'a rien à voir avec ceux de maintenant. Ça n'a rien à voir. Avant c'était des hommes de terrain. Il n'y avait pas de femmes. Bon, je dis pas du mal des femmes, c'est pas ça que je veux dire. Oui, je me justifie. Mais maintenant, il y a beaucoup de théories, beaucoup d'examens. Alors le législateur légifère beaucoup sur ce métier, mais on parle pas de fort là. Hein. On parle de soi. On parle d'un salaire qu'on va toucher, le dépenser dans des tavernes fumées pour n'importe quoi. Non, avant c'était beaucoup. On était plus en osmose avec la mort avant. Maintenant, il y a un décalage, on s'éloigne. Le sujet principal, c'est le défunt. Ça devient un objet. Il devient un objet maintenant. Une marchandise. Oui, et ça, c'est quelque chose que je peux pas changer les choses. Hein. Vous n'avez pas d'écrit d'autres livres alors? Pour l'instant, il n'y a que celui-ci ou toutes les petites notes que vous avez prises le long de votre parcours professionnel un jour feront un livre que sur ces moments paranormaux? Alors c'est vrai que le livre Entre mes mains, confidence d'un embaumeur a été écrit d'après mes notes et mémoires par une personne qui s'appelle Madame Annette Geffroy, qui est un écrivain. Hein. En fait, Madame Annette Geffroy a vu mes notes et s'est dit on va faire un livre, on va faire un manuscrit, il faut faire un manuscrit. On l'envoie à un éditeur qui l'édite de suite. Mais moi, je suis incapable d'écrire. Je suis plus un homme. Vous savez, la mort façonne. Je suis devenu un homme d'intuition, d'instinct. Et ce sont des facteurs qui ont été favorisés. Alors, est-ce qu'il y aura un prochain livre? Il y aura un prochain livre. Uniquement sur les phénomènes paranormaux, puisque là, ça décrit votre vie, ce livre-là. Hein. Oui, il y aura un prochain livre sur cette approche dite spirituelle de la mort. Mais ça sera le dernier. Ça sera le dernier. Et après ce livre, je pense que je ne ferai plus d'interview. Je vais peut-être me retirer, je ne sais pas. Mais alors, est-ce que je peux donner à autrui tout ce que j'ai vu au sein de la mort? Non, parce que vous avez des gens que ils comprennent pas, et puis ça va pas leur servir grand-chose. Hein. Donc, il y en aura un autre, mais je ne sais pas quand. C'est pas du voyeurisme, hein, c'est simplement... il faut en parler parce que ça existe. Moi, l'émission, je parle beaucoup de la mort et voilà. Ça existe, faut pas se cacher les... Alors, il y aura un autre livre, mais là dans les médias, il y a un film qui va sortir au cinéma, là. Ah oui? J'ai collaboré ou je fais partie d'un film documentaire qui va sortir au cinéma dans les salles de cinéma en France. Hein. C'est un film qui s'appelle donc Thanatos, l'ultime passage, du réalisateur Pierre Barnerias. Donc c'est un film qui traite de l'approche de la mort au niveau perception de certaines individualités. Donc là où je suis, je peux donner mon point de vue. Donc il y a des séquences, mais il y a d'autres personnes, je veux dire, qui sont éminemment reconnues. Et puis vous avez des inconnus qui sont sincères, authentiques et émouvants. Donc ce film sera en avant-première au Grand Rex à Paris le 29 septembre. Et après, il va partir dans partie des salles de cinéma en France et peut-être après aux États-Unis, en Angleterre. Mais pour ceux que ça intéresse la mort, bien sûr, il y a mon livre Entre mes mains, confidence d'un embaumeur. Mais là, un film, c'est quand même assez important au cinéma. On rappelle que c'est le Grand Rex. Dimanche 29 septembre à 14h. D'accord, au Grand Rex à Paris. Pour le réalisateur Pierre Barnerias. Et le titre, Thanatos? L'ultime passage. L'ultime passage de cette vie, mais... c'est pour aller ailleurs. Hein.
Eh oui, mais il a bien déterminé, bon, nous sommes à peu près, je sais plus, 6 ou 7 personnes à faire partie du film. Tout être humain est différent l'un de l'autre, quoi. Il y a une perception différente. Mais c'est vrai que par rapport à toutes ces personnes, il y a une complémentarité qui s'est créée. Oui, parce que si on peut retenir quelque chose de cette émission, c'est que vous dites qu'il y a quand même des âmes qui restent bloquées. Et ça, c'est quand même... il y a des âmes qui restent bloquées. Et si les gens quand vous avez bien dit, beaucoup de gens qui vont écouter l'émission, là. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'était m'adresser aux plus pauvres, aux plus déshérités, je veux dire. Hein. La radio, ça se diffuse. Je voudrais seulement dire, si vous êtes à la rue, que vous n'avez pas d'argent, que vous êtes rejeté de tout le monde, que vous avez entendu d'une fenêtre ouverte l'émission présentée par vous sur Olivier Enfoux, sachez simplement que bien que je sois un embaumeur qui soit plongé au cœur de la mort, je pense à vous. Et que même si on dit que les derniers seront les premiers, les derniers seront les premiers. Et c'est vrai que si vous avez une vie plus facile, ça sera aussi bien. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qu'on retrouve dans la rue? On les embaume pas, ceux-là? Non, on les embaume pas, mais ils souffrent le martyre, quoi. Vous savez, il y a un écrivain, Isaac Bashevis Singer, qui disait mais c'est Treblinka tous les jours, notre société. C'est Treblinka tous les jours. Alors non seulement vous avez des êtres humains qui sont complètement largués comme dans un camp de concentration, mais en plus vous avez des gens qui prennent des positions sur certaines personnes, des individuels qui ont des perceptions de la mort et qui les traitent de ci, de ça, de fous, de schizo, de mythos. Mais ces gens qui se permettent de jeter le discrédit sur des personnes comme ça, c'est aussi affolant que de mettre un procès verbal pour excès de vitesse au 24 heures du Mans. C'est aberrant. Il faut arrêter cette hégémonie. Oui, c'est surtout qu'on a perdu notre pouvoir et qu'on l'a donné à des gens qui prennent des décisions pour nous. Voilà, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va pas faire de politique. Voilà. Mais je vous remercie en tout cas. Merci. Vous faites un beau métier. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Oui, si on veut, oui. C'est vrai quand même. Il faut le faire. Je vous remercie, Olivier. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.